Michel Manavella, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan L'individu, raison d'être de l'humanité pour un anarchisme humaniste. Alors, comment expliquez-vous que vous qui êtes psychologue, vous ayez écrit un ouvrage que L'Harmattan présente dans d'autres rubriques des sciences humaines et sociales? C'est que ma pratique de psychologue m'a amené en fait à chercher toujours à comprendre comment vivaient les individus et qui étaient en souffrance et dont je devais m'occuper. Et ce n'est pas la seule science psychologique qui me permettait de faire ce tour d'horizon des individus. Donc je me suis intéressé dès l'université en fait à d'autres sciences comme la philosophie, la sociologie. Et puis j'ai eu la chance d'aller au Canada travailler pendant 5 ans où j'ai été plongé dans un monde qui était très différent du mien, une culture que je ne connaissais pas. Et là c'est moi qui me suis senti anormal ou différent. Il a fallu que je m'immerge dans ce monde pour comprendre les gens. Cette immersion dans la différence culturelle m'a en fait permis de me rendre compte, surtout dans un pays où la folie n'était pas stigmatisée comme en France, que les fous étaient très très proches de nous. Ils n'étaient pas fondamentalement différents. Mais justement, est-ce que vous n'allez pas à l'encontre des théories psychiatriques actuelles en disant que les fous sont comme nous? Alors, pas vraiment, parce qu'il existe actuellement deux tendances, deux écoles de psychiatrie. La première considère que la folie est inscrite dans l'organisme, dans la personne, et l'autre considère que la folie, même si elle interagit avec l'organisme, est essentiellement un problème de relation avec l'entourage. Voilà. Donc, de cette manière-là, je pense qu'on ne peut pas considérer qu'il y ait une nature de fou, de folie différente de nous. Alors, votre ouvrage approche donc l'individu sous d'autres aspects que la psychologie clinique, mais vous êtes pourtant ni philosophe, ni théologien, ni anthropologue. Non, mais lorsque je suis revenu du Québec, j'avais une trentaine d'années, je suis retourné à l'université et j'ai eu la chance de travailler avec Gilbert Durand, qui est un philosophe et un anthropologue mondialement reconnu, et qui m'a orienté tout de suite vers une question importante, celle de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est une fonction psychique qui est à la base, en fait, de toute la création de la pensée par un individu. Et c'est par la fonction imaginale, effectivement, que les concepts, les idées, les images émergent du fonctionnement du cerveau, du fonctionnement des neurones. Et puis, à partir du moment où on comprend ça, on essaie de comprendre comment se fabrique cette pensée. Et il y a une structure ternaire qui est systématiquement en place. On a besoin de savoir qui on est par rapport à quelque chose d'extérieur et en fondant une relation. C'est sur ce système ternaire que se fonde, que se structure toute pensée. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans tous les systèmes symboliques. C'est-à-dire dans tous les mythes, dans toutes les religions, dans toutes les théories, dans tous les savoirs, les valeurs qui non seulement organisent les cultures, mais font fonctionner nos sociétés. Alors votre système ternaire n'est-il pas contaminé par les images de la Sainte Trinité? Oui, ça peut paraître effectivement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou le Père, le Fils et la relation entre ces deux personnes saintes, mais en fait c'est plutôt l'inverse. On voit que justement le système de la Sainte Trinité, comme tous les systèmes mythiques culturels qui sont très nombreux, sont effectivement des productions trinitaires, c'est-à-dire des productions de symboles, d'images, qui habillent en quelque sorte le fonctionnement de notre pensée, qui a besoin de cette triangulation, je, tu, et le lien entre les deux. Ce n'est pas mon propos de dire, avec ces discussions sur la Trinité, si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Parce que plus j'apprenais, plus j'étudiais, et moins j'étais en mesure de croire à un système dogmatique, et je ne sais pas si Dieu existe ou non. D'où votre sous-titre pour un anarchisme humaniste finalement. Alors en partie, effectivement, c'est en lisant toutes ces controverses entre philosophiques ou théologiques que je me suis rendu compte que aucune parole ne pouvait s'autoriser à gérer totalement les hommes, ni à prétendre à une vérité universelle. Mais ça m'a poussé vers la dernière partie de cet ouvrage, qui est effectivement un regard peut-être plus passionnel sur l'histoire et l'évolution de la vie des individus dans notre société occidentale. Et actuellement,
je suis assez épouvanté devant la tranquillité avec laquelle on est en train de démolir non seulement notre planète, le vaisseau sur lequel on habite, mais les personnes complètes, leur culture et leurs valeurs, au nom d'une mondialisation et d'une société qui se donne tous les droits. Mais justement, notre culture n'est-elle pas la forme la plus évoluée de la civilisation? Oui, j'emploie le mot barbare en fait pour parler de notre culture, parce qu'un barbare, c'est une personne ou un peuple qui se croit possesseur de la vérité et qui se met en droit de l'imposer à n'importe qui, y compris par la violence. Et finalement, une dernière question, quel lecteur souhaitez-vous, espérez-vous toucher? Bien entendu, d'abord les étudiants qui sont dans les domaines que je touche, psychologie, pour qu'ils puissent peut-être relativiser leur quête intellectuelle et apprendre à rencontrer les gens dans une relation thérapeutique. Peut-être aussi les étudiants des autres branches de la sociologie et de la philosophie, leurs enseignants, leurs professeurs, s'ils veulent bien accepter la parole de quelqu'un qui a depuis longtemps quitté l'université, qui s'en est séparé, si je peux dire, et puis aussi les travailleurs sociaux et puis toute personne qui, rentrant dans une librairie, sera intéressée par le livre ou par le titre ou le quatrième de couverture.